I am the only daddy you got. I am the damn paterfamilias. Donc, bienvenue dans le nouvel épisode de... Alors, on était parti sur paterfamilias, puis paterne, puis papa quelque chose. Donc, finalement, le titre du podcast viendra dans peu de temps. Parce qu'à un moment, il va falloir le choisir. Voilà, paterfamilias, moi, c'était des références plutôt pop culture au Brother et des séquences avec George Clooney qui me faisaient mourir de rire. Mais c'est peut-être un peu trop... latin et à tendance ecclésiastique. Voilà, donc quand j'ai posé les questions autour de moi, certaines personnes se posaient la question, est-ce que c'est une émission type la messe du dimanche ou alors est-ce que c'est un podcast en espagnol ou en portugais? Donc voilà, on va peut-être partir sur autre chose. Après, bon, j'ai fait fumer le ravioli et je me suis dit paterne, c'est pas mal. Il y a la notion de pattern, c'est-à-dire un mode de fonctionnement simplifié, l'anglicisme pattern. Et pattern en français, ça veut dire avoir globalement un comportement bienveillant. Donc je trouvais le jeu de mots sympa. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Ça reste intéressant, voilà, à voir. Et puis après, vu que ce podcast sera lié à d'autres activités audiovisuelles qui a pour titre pour l'instant Papa fait son cinéma, ça pourrait être Papa fait quelque chose ou Papa quelque chose. Donc voilà, après n'hésitez pas à nous faire de retour et nous donner des idées éventuellement ou nous dire ce que vous pensez des premiers titres qu'on a évoqués. Voilà, sur ce, aujourd'hui et après mûre réflexion... Oui, tu voulais dire ? Et si vous avez des idées qui n'ont rien à voir, auxquelles nous n'avons pas du tout pensé, mais qui sont excellentes, allez-y. Donc, suite au premier épisode, donc on avait fait un premier déblayage des idées qu'on avait, ce qu'on voulait faire. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'à terme, il y aura sûrement 2 podcasts. On va se concentrer plus sur celui-ci qui parle de la parentalité, de la paternité, de la place qu'on se donne en tant que papa, de toutes les questions qu'on peut avoir en tant que père, en tant que papa. Et il y en a un autre qui s'appellera justement Papa fait son cinéma, où là, ça sera plus un moment récréatif et voilà, comme un bon apéro entre potes, et on parle de ce qui nous plaît, plutôt en termes de pop culture, cinéma, série, parce que moi, ça me parle beaucoup. Thomas, je pense que toi aussi, ça te parle. Oui. Voilà, au vu de tes activités professionnelles, voilà, il y a des trucs dont nous pouvons parler, voilà. Ce n'est pas un secret. Ok, donc Thomas est scénariste. Absolument. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va continuer sur ce podcast en rapport avec la parentalité, le fait d'être père surtout. On va... Thomas avait... je vais y arriver. Thomas avait parlé du fait de peut-être s'interviewer l'un et l'autre. Déjà ça va nous donner l'occasion de nous entraîner par rapport à ça. Et puis que vous puissiez nous connaître un petit peu plus, et ce qui nous motive aussi à faire ce podcast. Voilà. On a oublié de se présenter. Oui, voilà, c'est ça. Et le fait de s'interviewer, ça va être voilà. Ça va être l'occasion de se présenter. Donc Thomas, succinctement, qui es-tu ? Parce que ça aussi, ça peut dire beaucoup de choses de toi. Ouais, comment tu te présentes ? C'est une question. Là, dans le cadre du podcast, comment je me présente ? Parce que qui es-tu ? Vaste question. Ouais. Je m'appelle Thomas, j'ai 41 ans. Waouh. Bah ouais. J'ai une bonne crème de jour. Ouais. Mon boulot, c'est scénariste. Et je suis père d'une petite fille qui a 2 ans, 3 quarts maintenant. 3 quarts, c'est important cet âge-là. Ouais, tout compte. Et voilà, je pense que ça sera pour l'instant suffisant. Et toi, Pierre-Yves, qui es-tu ? Alors, Pierre-Yves, moi j'ai 15 ans, non, j'ai 36 ans, ouais j'ai souvent des bugs comme ça. J'ai 36 ans. Je suis papa de 2 petits garçons qui ont 4 et 2 ans. Et je suis thérapeute, ostéopathe. Mais depuis peu aussi, j'ai des activités en tant que vidéaste. Toujours dans le milieu de l'ostéopathie, je suis aussi prof dans l'école d'ostéopathie, où j'ai été formé initialement. Donc voilà, une tendance à... Je sais plus quel ami m'avait parlé de ça, à être un slasher.
Je fais quelque chose, / autre chose, / autre chose. Alors, est-ce que ça vient d'une névrose parce que j'arrive pas à me poser ou parce que je dois absolument remplir tous les vides? Je sais pas encore. Je pense qu'il y a un certain temps, oui. Maintenant, c'est un peu plus posé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te plaisent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent, voilà. Mais bon, je me suis rendu compte dernièrement que de se poser de temps en temps vraiment sur un truc, t'es un peu plus efficace et en tout cas, j'étais plus content du résultat que j'obtenais en étant plus focus sur une seule chose à la fois. Bah bon, bref, ça m'appartient. Donc voilà. Aujourd'hui, alors moi j'avais noté en premier lieu que c'était toi qui m'interviewais. Est-ce que ça te va ou pas? Oh, si tu veux, ouais. Ouais. On a, en même temps, ça va nous permettre de nous entraîner par rapport aux questions qu'on aimerait bien mettre en place, parce qu'à terme, ça c'est aussi une chose auquel on avait réfléchi, on aimerait bien faire des interviews d'autres personnes, des invités. Alors effectivement, il y aura sûrement d'autres papas, mais voilà, les invités, ça peut être des personnes qui sont touchées de près ou de loin par les thèmes qu'on va aborder. Bah voilà, on l'a déjà dit, mais la place du papa et l'évolution de la place du père dans l'histoire même, et ce qu'il en est aujourd'hui, et puis comment on le visualise. Et j'aimerais bien interviewer des gens qui sont assez différents, quoi, qui ont différents métiers, qui ont différents chemins de vie, pour voir comment, en fonction de leur environnement, ils voient leur fonction de père. Voilà. Ok. On démarre ? Allez, on démarre. Bon. Alors, Pierre-Yves, papa Pierre-Yves, première question. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu papa ou avant ça, comment on va formuler ça comment t'es devenu papa? Voilà. Ouais. Comme on le disait en off, comment on est devenu papa, ça inclut le fait de peut-être remonter à comment on a rencontré la maman. Ben oui. Et donc, avant que je me dise que je sois papa, et avant que je me dise que je vais devenir papa, j'ai rencontré donc ma compagne d'aujourd'hui, qui faisait la même profession que moi, et puis dans le cadre de l'école dans laquelle on travaille, on suit des élèves qui font des études, qui font des mémoires de fin d'études, et nous on était tous les deux tuteurs d'un élève, enfin chacun un élève, et il s'avère que suite à une erreur de planning d'un ami à moi d'ailleurs, je te remercie Olivier, on s'est retrouvés tous les deux à devoir travailler dans la même salle, et pour nos deux élèves respectifs. Donc voilà, elle a bien voulu laisser sa place un temps pour que mon élève puisse faire ses tests. Et on s'est retrouvés donc dans une autre salle, à discuter. Et de là a fait que ça a matché assez vite. On était tous les deux à vivre dans notre bagnole, à courir à droite à gauche. Et puis voilà, donc ça a très bien marché. Et il s'avère que un mois après qu'on ait officialisé le fait qu'on soit ensemble, il s'avère que ma compagne a eu un peu de retard au niveau de ses cycles. Elle m'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que quand on a été courir une ou deux fois, la dernière fois où on a été courir, elle avait l'impression de s'aidir, d'avoir l'utérus dans les baskets. D'accord. Elle avançait pas très vite. Et donc, comme elle a pas voulu me l'annoncer le jour de mon anniversaire, elle l'a fait la veille. Elle a fait un test et donc je revois encore la scène où elle est dans les toilettes et j'entends faire « Ah !» Et là en fait j'avoue que je savais pas trop si c'était l'un ou l'autre. Et donc Tu savais qu'elle faisait le test à ce moment-là? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, elle m'avait dit oui, j'ai du retard, machin et tout. Bon, ok. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle avait un moyen de contraception qui était totalement naturel, donc elle suivait ses cycles et tout, ça a toujours fonctionné tout au long de sa vie. Et concrètement, si là, elle était tombée enceinte, ça veut dire qu'il y avait vraiment... en gros, mes spermatozoïdes ont campé pendant 7 à 8 jours, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc c'était quand même un peu probable, mais bon. J'ai envie de te poser une question maintenant, là, qui est... Vous en aviez parlé avant? Comment ça s'était passé, toute cette question-là? Parce que... en fait, elle m'a dit quelques jours avant qu'elle se posait des questions, ou en tout cas, ça faisait quelques jours qu'elle se posait la question. Tu savais comment fonctionnait la reproduction avant? Ouais, carrément. D'accord, ouais, ça d'accord. là-dessus, oui, oui, normalement, oui.
Et donc, elle a cogité pendant quelques jours. L'avant-veille, je crois, de me le dire, elle m'en avait parlé un peu. Et puis, donc, elle a été acheter le test, elle a fait le test. Là, elle revient, la croix était bleu fluo, il n'y avait aucun doute. Et donc, j'ai bien vu que pour elle, c'était un sacré chamboulement. Et pour toi ? Étonnamment, pour moi, j'étais bizarrement... Enfin, ça, j'ai fait wow en voyant le truc, c'est-à-dire que c'était vraiment une surprise. Mais tout de suite, il n'y a pas eu de perturbation, quoi. C'était... bon, je vais l'accompagner, je vais écouter ce qu'elle veut, mais moi je suis prêt. En fait, dans ma tête, je me suis dit, moi je suis prêt. Ok, c'est bon. En plus, ça, c'est tout con, mais ça rassurait une part de moi qui, je ne saurais pas dire pourquoi, était intimement convaincue que j'étais stérile. D'accord. Je sais pas d'où ça vient. Alors peut-être que je faisais une projection par rapport à mon dieu Alexandre Astier qui, dans sa série Kaamelott, voilà, le roi Arthur, on comprend qu'il est possiblement stérile. Bref, ça c'était une parenthèse. Ok. Mais voilà. Alexandre Astier, lui, ne l'étend pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. Il est fait par deux, je crois. Mais... ouais, carrément. Donc j'apprends ça. Et là maintenant, c'est plus... à la limite, si j'ai une inquiétude, c'est pas sur le fait d'être papa, c'était plus pour nous, c'est-à-dire en tant que couple. Ouais. Comment ça va se passer pour nous ? On se connaissait avant, parce qu'on s'était croisés à l'école, mais 2-3 fois, bonjour, bonsoir, voilà quoi. Mais là, ça faisait juste un mois vraiment qu'on vivait ensemble. Donc on réfléchit beaucoup. Et un mois que vous viviez ensemble, et combien de temps que vous fréquentiez, disons, enfin je sais pas comment, immédiatement quoi, c'est-à-dire c'est pas vous connaissiez depuis 2 ans, vous avez commencé à flirter pendant 2 ans et après on se met ensemble et un mois après c'est-à-dire que quand je dis entre le moment où vous vous êtes retrouvés tous les deux dans cette salle dans votre école d'ostéo et le moment où elle fait le test, il y a combien de temps ? Je pense 1 mois et demi max. Ok. C'est parce que en fait voilà, on a fait ça, on s'est donné rendez-vous, on a fait un premier rendez-vous et puis voilà, enfin c'était ça aussi, ça fait très cucul à praline, mais pour moi c'était évident. J'ai sorti d'une période où j'avais papillonné un peu, voilà, et là tout de suite vraiment c'était non en fait là ça faisait longtemps que j'avais pas eu vraiment où j'avais pas outre le fait que c'est une femme magnifique, évidemment, mais plus que ça, c'était vraiment... j'étais séduit par tout ce qu'elle était, son charisme, son mental, etc. C'était évident, quoi. Voilà, il y a une forme d'évidence. Donc on était où ? Donc, le test, toi, tu dis... Ok. Pour moi, c'est ok. Et en fait, je vais surtout... Tu regardes, elle, comment elle réagit. Ouais, je vois comment elle réagit et je vais l'accompagner par rapport à ça. Et donc, elle... c'est assez dur pour elle parce qu'elle veut... comment ? Elle a tout de suite pensé à avorter. On a fait les démarches pour. On a été à l'hôpital pour ça. J'ai accompagné. D'ailleurs... parenthèse, quand vous êtes un homme et que vous accompagnez votre compagne dans un... je sais même plus comment s'appelle le service, mais pour l'avortement, vu qu'il y a quasiment pas d'hommes qui viennent, on passe pour un dieu, littéralement. C'est-à-dire que, oh là là, il accompagne... ça donne une idée de scénario, comme ça. non, mais c'est assez fou, en fait. On voit vraiment que... alors déjà, pour la femme, c'est... tout le monde, les autres femmes se regardent et voilà, il y a un peu de compassion, mais alors, moi vraiment j'ai senti vous l'accompagnez, machin, tout, c'est cool, ce qui me paraît pour moi être normal. Enfin voilà, on a rencontré un médecin, une médecin vraiment géniale, qui était totalement à l'écoute et qui était vraiment dans l'idée de laisser libre choix complet et enfin c'était vraiment top quoi. Et puis voilà, je crois qu'il y a eu 15 jours de réflexion. 15 jours de réflexion avec des hauts, des bas, mais alors en ce qui me concerne, c'est plus le temps passait, plus je me projetais concrètement, et même si de par ma formation scientifique et mon esprit que je pense être un peu cartésien, je me suis toujours dit si un jour ça arrive, voilà quoi, c'est un amas de cellules,
c'est tout, quoi. Si ça arrive et que la personne va avorter, elle avortera, je m'en fous, quoi. Et au fond, pour moi, c'est qu'il y avait j'ai resté accroché sur le fait qu'il y avait un potentiel de vie. Et alors, ça devenait de plus en plus dur, mais j'avoue que je le gardais pour moi, et je disais vraiment à chaque fois à ma compagne, tu verras comme... Enfin, c'est vraiment toi qui fais le choix, je t'accompagne, je ne peux que te parler de mon ressenti, mais c'est toi qui décides, quoi. Et donc pour ma compagne, ça a été quand même un peu un ouragan de plein de choses, plein de réflexions. Elle avait débuté son activité. C'était plein de questions aussi sur sa vie professionnelle, ce que ça allait engendrer, etc. Ça actait quand même un peu le fait qu'on allait vraiment être en couple, que ça allait durer, quoi, dans le temps. Oui. Enfin, en tout cas, voilà. C'était un engagement qui était, à mon sens, beaucoup plus fort que de demander en mariage. Pour moi, c'était... Voilà, on passait à une vraie vie commune, voilà. Sachant que, comme moi, j'avais été avec d'autres personnes, enfin voilà, au niveau immobilier, j'avais pas de maison, j'avais pas d'appart, j'allais en acheter un et je vivais chez un pote. Ok. Voilà, et donc là, on vivait dans son petit appartement, qui était encore son appartement d'étudiant, de 22 mètres carrés. Et donc, au bout de 15 jours, après de nombreuses réflexions, après un petit road trip avec sa meilleure amie, pour prendre l'air, c'est sortir un peu du contexte, etc. J'ai gardé le screenshot des SMS qu'on a échangés où elle me dit je veux cet enfant. Bon, j'ai chialé tout ce que je pouvais après derrière en m'endormant le soir. Ce qui fait que ces larmes m'ont bien confirmé que c'était ça, quoi. C'était le bon choix. Et donc voilà, après c'était acté, et là, à partir du fait que c'était validé, là c'était vraiment du pur bonheur, toute la grossesse, c'était trop bien, même si c'était quand même très sportif, parce que donc entre-temps, au moment où je la rencontre, je vois un agent immobilier pour acheter un appartement. Quand je valide qu'on est ensemble, je commence à signer des papiers, donc il me dit l'agent immobilier, donc ça va être bien, cet appartement pour vous, vous avez de la place, ah bah on sera 2, ah ok super. Et au moment d'aller chez le notaire, l'agent immobilier, alors ça va être cool, à 2, ah bah on va être 3. Ça a été très très vite. Et donc l'appartement, c'est un appartement évidemment qui était à rénover, beaucoup de travaux, histoire de se faciliter la tâche. Et donc pendant la grossesse, démolissage, rénovation, Inch'Allah, on a des parents en or qui nous ont vraiment aidés, voilà, papa, merci. Et papa, ouais. Le rôle d'un papa, merci. Et le rôle d'un père, par rapport à ça peut être un truc à retenir. Je note ça en titre potentiel. Papa, merci ou merci papa. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc, on arrive, on s'installe dans l'appartement 2 mois avant que notre premier enfant arrive. Wow. 2 mois ou... Ouais, pas longtemps avant. Hein. Je sais que c'était un peu la course, quoi. Notre premier enfant arrive. Ma compagne, dès le début, elle me dit « De toute façon, on va pas l'élever en appartement, en ville. » Moi, il s'avère que j'ai un cabinet qui est pas en ville, donc on s'est dit « Bon, on va partir près de mon cabinet. » Et donc, on a vécu 3-4 mois dans cet appartement que j'ai rénové, et on s'est barré, on l'a mis en location, et nous, on a loué ailleurs. Voilà. Donc, énormément de mouvements, c'était... Ouais. C'est un peu dans le... habituel dans ta vie ou Oui, si, quand même, pas mal ces derniers temps, vraiment beaucoup de choses. Encore plus depuis que je suis avec ma compagne, parce qu'elle aussi, elle a une force d'inertie énorme, quoi. Donc ouais, non, c'était plutôt habituel. Et puis, ben voilà, comme je t'ai dit, au moment où on a dit qu'on allait être parents et que c'était acté, ça a été plutôt fluide et logique, et ça s'est très très bien passé. De par nos formations, on savait exactement comment ça se passait, on savait les différentes étapes, il n'y avait pas d'inquiétude. Je dis formation par rapport au fait qu'on soit ostéopathe, voilà, tous les deux. Même plutôt de la curiosité sur chaque étape. Voilà, les premières échos, c'était un truc de fou. Ouais, de voir bouger et tout, c'était trop bien. Le suivi de la grossesse, l'évolution du corps de ma compagne et tout, c'était vraiment trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et puis même jusqu'à l'accouchement, où ça a été un moment
ouais, super fort, mais vraiment, en tout cas pour moi, super cool. Pour ma compagne, c'est sûr qu'il y avait des tensions et tout ça. Elle voulait pas de péridurale, mais ça a pris beaucoup de temps. Donc au bout d'un moment, elle était exténuée de fatigue. Donc elle l'a eu, et puis ça s'est bien passé. Et malgré la péridurale, elle a pu accoucher accroupie, parce qu'elle a essayé plusieurs positions, et finalement, c'était accroupie qui fonctionnait le mieux. Donc ça pourra faire l'office peut-être d'une émission, de parler des positions d'accouchement, mais finalement, la position obstétricale n'est pas forcément la plus naturelle. Et donc l'arrivée, comme je la tenais pendant qu'elle accouchait, j'étais derrière elle quand elle était accroupie, je sentais le mouvement de son bassin, c'est un truc de dingue. Comme elle se tenait, elle pouvait pas récupérer l'enfant, donc c'est moi qui ai récupéré mon fils. Wow. Je l'ai tenu dans enfin voilà, c'est en demandant bien à la sage-femme de rester en soutien, parce que j'avais terriblement peur de le faire tomber. Et très naïvement, je dis merde, pourquoi ça bloque ? En fait, j'ai zappé qu'il y avait un cordon ombilical, quoi. Et je voulais l'amener directement sur les seins de ma compagne pour qu'il tète, parce qu'on voyait déjà qu'il voulait grimper pour y aller. Et donc, la sage-femme me dit, mais attendez, il faut couper le... Ah oui, c'est vrai. C'est l'antivol, monsieur. L'antivol, ouais, c'est ça. Donc, couper le cordon, qui m'a... Voilà, et je termine juste sur le fait que c'est hyper solide, un cordon ombilical. Voilà. Oui, c'est toi qui l'as coupé. Bon. Et pleurer à chaudes larmes. Oui, moi je voulais revenir un petit peu avant, voire très avant, savoir avant qu'il y ait ce premier enfant. Ouais. Toi, est-ce que tu t'étais déjà imaginé père ? Qu'est-ce que tu imaginais ? Tu te disais quoi ? C'était quoi l'histoire que tu te racontais avant tout ça ? Et est-ce que ça avait déjà failli arriver avant ? Ah ouais. Donc non, ça n'a jamais arrivé avant, en fait. Ou alors je le connais pas. Non, mais est-ce que tu l'avais envisagé avec des précédentes compagnes ou ce genre de choses ? Est-ce que ça a été en discussion un moment ? Est-ce que ça a été... J'ai vécu longtemps avec une autre personne et c'est jamais venu sur le tapis, en fait. Je saurais pas trop dire pourquoi. En tout cas, le mood de notre relation n'était pas à ça. Et sinon, non, non, jamais avant, en fait. Je crois que vraiment la question s'est posée au moment où on était devant le fait accompli. C'est une question, tu te disais pas un jour je serai père ou un jour je serai pas père, c'est une question que tu te posais pas. C'est-à-dire qu'en couple, c'est jamais arrivé, vraiment. Ouais. Mais moi tout seul, si, je m'imaginais, je me disais que je serais père un jour. D'accord. Voilà. Je me disais que je serais père un jour et que j'avais envie, mais c'était pas pressant, quoi. D'accord. Voilà. C'était de quel ordre ? C'était une sorte d'intuition. C'était réfléchi. Enfin, c'était intellectuel, je veux dire. Tu pèses le pour et le contre et tu dis être père, oui. Non, je chantais. C'était là pour le coup, c'était pas très réfléchi ni cartésien. C'était une sorte de conviction, quoi. Ouais, c'était une conviction. Voilà, sur le fait, voilà, j'aurais des enfants. D'accord. Voilà, et des enfants, donc pas forcément qu'un. D'accord. Voilà, mais alors vraiment avec aucune idée de quand, comment, voilà. Petite question, piège ou pas, je sais pas, mais ça m'intéresse. T'as parlé de la première échographie. Ouais. Est-ce que tu avais... on va le poser de deux façons. Est-ce que tu avais une intuition sur ce que serait le sexe de l'enfant ? Est-ce que ça avait une importance ? Est-ce que tu avais une préférence ? Ah, bonne question. Non, j'avais il faudrait que je redemande à ma compagne, mais je crois que en tout cas pour le premier, j'avais l'intuition que c'était un garçon. Alors on pourrait dire que inconsciemment ça veut dire que j'avais une préférence, mais en tout cas non. À chaque fois qu'on me posait la question, tu veux quoi ? Je veux un qui est bon pied bon oeil, comme disait feu ma grand-mère. Voilà, c'est surtout ça. Mais non, j'avais pas de préférence sur le genre. Après c'est juste que je me dis un truc que je me suis dit, c'est si c'est un petit garçon, je pourrais le voir tout de suite à l'écho. En fait, c'est de moi-même parce que j'arrive à lire un peu les échographies. Ouais. Mais quand c'est une petite fille, tu gardes le doute. Parce que clairement, voilà, il manque un truc, mais tu te dis si je le vois pas, est-ce que c'est parce qu'il est mal orienté ou pas ? Voilà, c'est un petit garçon que là, je crois que c'était la deuxième écho. Clairement, dès qu'elle a posé l'appareil, c'était évident, quoi. Parce qu'elle m'a dit, vous voulez qu'on vous donne le sexe ? Je le vois. Merci. C'est plutôt évident. Okay. Voilà.
Ok. Comment ça s'est passé? Donc la naissance se passe très bien et tout. Comment se passent les premières semaines de vie avec cet enfant, les premiers mois? Première Pour toi, semaine. dans la famille, dans Ouais. la petite famille à trois, etc. Tu parles Comment tu de vis tout ça? Tu parles de la famille. Je reviens juste un petit peu en arrière sur le fait que par rapport aux familles, on a appris qu'on allait être parents. Oui, excellente question que je t'ai pas posée. Que ce soit une famille ou l'autre, elles ne nous connaissaient pas. Non mais en soi, ça c'est un sujet. Ça, c'est on pourrait faire un podcast juste là-dessus sur. Mais pour dire que c'est moi qui ai demandé à rencontrer mes beaux-parents quand même avant de continuer. Pendant la période de réflexion justement sur est-ce qu'on garde l'enfant, tout ça, j'ai voulu les rencontrer. Et donc voilà, ambiance un peu particulière et tendax, mais ce qui est complètement compréhensible, quoi. Ouais. Parce qu'il va arriver en tout cas, ma compagne, ses parents ont divorcé, donc voilà, elle a son papa et son beau-père. Les deux étaient vraiment. Toi, tes parents sont toujours ensemble? Oui. Mm-hmm. Les deux ont été accueillants. Et la maman d'Emeline avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à sa fille, parce que je pense qu'elle a... Ça, c'est mon ressenti, mais elle a beaucoup d'admiration pour toutes les études qu'elle a faites, pour sa carrière professionnelle, etc. Donc elle avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, sur le fait qu'elle n'avait pas envie qu'elle termine à pas faire ce qu'elle voulait, en fait, à faire des choix en étant contrainte, parce qu'elle a un enfant, à pas pouvoir se réaliser, en fait, professionnellement. Donc voilà, l'ambiance était assez épaisse. Voilà. Mais bon, voilà, après, je pense que ça s'est quand même globalement aussi bien passé que ça pouvait se passer, la première rencontre, et donc voilà, puis après ils ont bien compris que notre choix était ferme et définitif, donc voilà. De côté de mes parents, surprise aussi, et ils sont restés très sur la réserve parce qu'ils voulaient pas nous influencer. Et mon père, quand je lui ai validé qu'on avait dit ok, on garde l'enfant, il m'a dit oh, ok, mais il était très stoïque, et puis il m'a rappelé 5 minutes après, il me dit ouais, en fait je te rappelle, tu m'as peut-être que je t'ai paru froid et tout ça, mais je suis hyper content. Je voulais pas t'influencer. Voilà, ça c'était marrant. Et terminé sur la famille, mon frère qui est venu de Paris, qui a fait un gros déplacement, et qui lui était à fond. Il est arrivé, il avait jamais rencontré ma compagne, il lui a dit bonjour, direct il lui a dit est-ce qu'on peut parler, on s'est assis à table, et la première chose qu'il a dit c'est mais c'est la vie. Point. Ok. Voilà. C'est ton grand frère ou ton petit frère? C'est mon petit frère, et c'est le parrain de mes 2 enfants d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. On arrive sur les premières semaines en tant que parent. Ça s'est bien passé. Écoute, les nuits sont forcément plus courtes. Et ma compagne voulait allaiter. L'allaitement s'est bien passé. Et puis donc les premières semaines, c'était dans l'appartement, qui était quand même assez cosy et sympathique. Donc moi, j'ai pris mes 11 jours. Énorme 11 jours de congé parental. Et puis après, moi, je suis retourné au boulot, mais j'étais hyper pressé tous les soirs de rentrer et de retrouver ma famille, mon petit bout et tout ça. Il n'y a pas eu trop de... Enfin, en tout cas, de mes souvenirs, c'était... ça coulait, quoi. Et puis après, un nouveau branle-bas de combat quand on a déménagé, pour mettre en location l'appart et puis passer dans l'autre maison. Et non, globalement, bien. Donc là, votre fils avait quel âge quand vous faites ce déménagement? Il a 2-3 mois. D'accord. Ouais, 2-3 mois. Et c'est plus... j'ai du mal à identifier la période, mais c'est arrivé... si c'est moins un an. Enfin, en fait, avec, je pense, de la fatigue, parce que les nuits sont compliquées, étaient assez compliquées, et puis encore maintenant, c'est pas des gros dormeurs, etc. Et moi, je suis un gros dormeur à la base. Je pense que la fatigue a beaucoup joué, et l'impression de me dire on va jamais s'en sortir, découvrir de plus en plus que le planning doit changer, les priorités changent aussi, même si on l'imagine
on l'imagine au début, là, j'ai eu vraiment un moment une sensation d'oppression et de pas trouver de solution, que tous les jours les choses se répétaient avec une forme de frustration à pas forcément vouloir faire les choses comme je voulais, quand je voulais. Et il y a eu vraiment un moment où c'était assez dur, où ma compagne a senti que ça allait pas, et puis parce que j'étais ronchon, etc. Et elle m'a dit, falloir, voilà, ça va pas pouvoir durer comme ça, va falloir clairement faire évoluer les choses. Ça a duré combien de temps et est-ce que tu as solutionné cette question et comment tu l'as solutionnée? Alors j'ai du mal, au niveau du timing, je sais pas trop, mais ça a duré. Il y a eu un laps de temps, je pense de 6 mois à 1 an en fait, où il y avait ça. Et puis l'évolution, elle s'est faite quand même progressivement. De par mon métier, je croise d'autres thérapeutes dans d'autres domaines, et donc j'ai travaillé sur moi de différentes manières, par l'hypnose entre autres. J'ai beaucoup parlé aussi autour de moi, avec les amis, etc. En fait, avec ma compagne beaucoup. En fait, c'était ça qui finalement était le truc le plus important. C'est vraiment de pouvoir évoquer ce qui allait pas, comment je le ressentais. Alors j'ai cette chance d'avoir été entendu. Ça, c'est super cool. Et puis une chose, ça sera un autre sujet, c'est que en participant à la création d'une école alternative de là où on habite, on a rencontré une personne qui travaillait sur la libération émotionnelle. Et donc j'ai travaillé comme ça pour moi, en libération émotionnelle. J'ai trouvé ça tellement bien que moi je me suis formé à ça après. Et petit à petit, tout ça faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait une sensation d'oppression. Elle venait aussi de névroses que je pouvais avoir, de choses où j'avais la sensation de ne pas faire assez de choses, la sensation de ne pas optimiser mon temps comme il fallait, la sensation de ne pas être assez efficace. Mais après, c'était la question de efficace pour qui, pourquoi. Enfin, voilà, tout ça. Et petit à petit, si on fait le point sur comment se passe ma vie aujourd'hui, il n'y a rien qui a factuellement changé dans les faits. C'est plus ma perception des choses qui a changé. Ou par exemple, passer du temps avec mes enfants, comme j'avais la sensation de ne pas avoir fait tout ce que je voulais, j'avais la tête ailleurs, donc j'étais pas vraiment avec eux. Comme j'étais pas vraiment avec eux, eux, ils me sollicitaient plus, donc j'ai l'impression d'être oppressé par eux. Et donc maintenant, il n'y a plus ce phénomène-là où j'ai l'impression de faire ce que j'ai à faire, que les choses sont à leur place, et quand je suis avec eux, je suis plus avec eux, et donc ça se passe mieux aussi. Est-ce que tu as eu l'impression dans ces débuts que sur toutes ces émotions assez fortes, il y avait des choses du passé qui remontaient que tu suspectais pas en fait T'es passé carrément en mode... Ouais. Pas mal. Ça peut être une réponse très courte. Hein. Non, mais ça peut être... Non. non, par rapport au passé... pareil, ça c'est autre sujet possible. Ouais, c'est vaste. À quel point on prend comme modèle ses propres parents. Je dis ça parce que j'ai pensé pas mal à ça en fait, où je me suis rendu compte que je pouvais reproduire des fois des comportements qui m'avaient gavé auprès de mes parents. Voilà, donc c'est une forme de prise de recul d'un coup, où tu vas d'un seul coup avoir une énorme empathie envers tes parents et beaucoup de pardon à leur demander en tant qu'enfant, tu vois, où tu te rends compte que tu as pu leur prendre beaucoup d'énergie, leur faire se poser beaucoup de questions, et tu te rends compte que le rôle de parent, c'est quelque chose... qui existe depuis la nuit des temps, mais il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. Et tu le crées... pour chaque famille, c'est différent. Pour chaque enfant, c'est différent. Pour chaque parent, c'est différent. Et donc là, les choses du passé qui ont pu revenir... Ouais, j'ai eu des moments... des souvenirs de mes parents dans des contextes... je me suis rappelé de moments très agréables et de moments plus difficiles. Des moments agréables où je me suis rendu compte qu'ils avaient été quand même vachement à l'écoute, et chacun avec leur style. Avec une maman qui écoute beaucoup, qui parle beaucoup, et un papa qui parle moins, mais qui, dans les faits, est présent, quoi, dans ce qu'il fait, etc. Donc, je me suis toujours dit, en tout cas, un truc que j'ai envie de reproduire, c'est la présence. Un truc que je dis souvent, c'est si j'ai réussi à avoir confiance en moi et que j'ai tenté de faire des choses, c'est que j'étais intimement convaincu qu'il serait toujours là. Alors, bien ou mal, hein, mais donc je pouvais tenter parce qu'il y avait toujours un point d'accroche.
aujourd'hui, je me suis dit que c'était important maintenant de pouvoir ne plus avoir besoin de ça pour continuer d'avancer. Mais en tout cas, à un moment, ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'ils étaient présents, en fait. Alors ça me donne une excellente transition vers une autre question que je voulais te poser, mais malheureusement j'en ai encore une autre qui était d'avant et que je vais te poser tout de suite, qui était, tu parlais tout à l'heure du bien que ça t'a fait de parler de ta situation, notamment avec ta compagne. Est-ce que tu en as parlé avec d'autres papas, et est-ce que tu y as trouvé de l'aide? Je sais pas, d'autres copains qui étaient déjà pères. Est-ce que tu es allé chercher ça, et est-ce que tu as trouvé quelque chose? Eh ben attends, je réfléchis. Du côté de la grande communauté de la papaitude. La papaitude. Dans mon groupe... Mais en fait, dans les groupes d'amis que j'avais proches à ce moment-là, il n'y avait pas de père. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de parents. Tu étais le pionnier. Le pionnier, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était à cette période-là. Et en fait, j'en ai parlé pas mal autour de moi. Alors, petite anecdote, justement, on en a parlé autour de nous, ma compagne et moi. Et comme c'était une surprise, on s'est dit, vu que moi j'adore la vidéo, on va discrètement filmer la tronche des gens à chaque fois qu'on leur annonce qu'on va être parents. Donc j'ai les réactions des gens qui est vraiment certaines à mourir de rire. Et donc... Non, en fait, c'était plus annoncé, mais je cherchais pas de conseils. Pas trop, en fait. J'ai vu que certaines personnes étaient sur le cul, clairement. Je dis, vous connaissez depuis combien de temps, machin. Il y a une vidéo où ma compagne l'annonce à une amie. Et donc, elle est sur le cul, je lui dis, mais... comment le truc? Mais c'est qui le père? Voilà, c'est ça. Dans la vidéo, mais c'est qui le père? Donc, forcément... donc ouais, on n'attendait pas vraiment de conseils en fait. Okay. C'était plus des fois à rassurer mon entourage. J'ai plus eu ça à faire en fait, rassurer mon entourage. Non mais vous inquiétez pas. Oui, on est un peu fou, mais pas complètement. Enfin, voilà. Donc juste avant, tu parlais de la présence qu'avaient tes parents pour toi et l'assurance que ça t'avait donné sur qui serait disponible pour toi, qu'ils l'avaient été, etc. Et la sécurité que ça pouvait te donner. Toi, quel était le contrat que tu t'étais donné en tant que père? Ouais, on arrive au gros morceau. C'était quoi le papa que tu voulais être? Et voilà, comment tu t'es dit, je suis censé, mon rôle c'est ça, je suis censé faire ça. Alors j'ai pas pensé au contrat. En tout cas, je l'ai pas visualisé comme ça au début. Un peu comme beaucoup d'étapes dans ma vie, je me suis dit, c'est nouveau, je sais pas, donc c'est normal si je me foire. Là, je me suis baissé la pression avec ça. Je me suis dit, voilà, si je réussis pas tout, c'est tout à fait normal parce que c'est nouveau, et donc comme tout apprentissage, en fait, ça va être en me plantant que je vais me rendre compte de ce qu'il y a à améliorer. Pareil, ça sera dans le sujet éducation, le droit à l'erreur, et finalement l'erreur qui est le phénomène naturel et le plus évident pour apprendre. Et donc voilà, j'avais pas trop de pression, et je me disais que j'allais apprendre. Déjà, c'est ça. J'avais envie... l'image que j'avais souvent d'un bon papa, c'était... l'image un peu d'un... je rentre dans les grands mots, mais d'un ange gardien, c'est-à-dire le gars qui est toujours là, mais qu'on voit pas. Ok. J'ai envie absolument que mes enfants puissent faire toutes les expériences qu'ils le souhaitent, et qu'ils se cassent la gueule, potentiellement. Mais, toi, être là au-dessus, ou derrière un mur, et qu'il puisse faire son expérience, et que si vraiment il y a un gros truc, je suis là, quoi. Et s'il a besoin... que je puisse être là pour être une épaule réconfortante, pouvoir répondre à ses questions s'il en a. Voilà, c'était à la limite, s'il y a un contrat que je m'étais passé à moi-même par rapport à ça, c'est être présent vis-à-vis de mes enfants et de ma compagne d'ailleurs, mais être présent et
mais sans être oppressant. Enfin, c'est trouver cet équilibre-là. Après, je pense que c'est différent selon chacun. Tout le monde met le curseur à différents endroits. En tout cas, c'est ça. Être là, quoi qu'il arrive, mais leur permettre... mais que ma présence ne leur empêche pas de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Ça pourrait être une première forme de règle dans le contrat. Ouais. Et l'autre chose, et là où peut-être je me suis mis plus de pression, et c'est peut-être ça aussi, une des choses qui m'a amené à être mal à l'aise sur une période, à être oppressé, etc., c'est j'avais envie d'être présent aussi pour ma compagne, et de faire les choses dans la maison, et si on vient à la question du parler du passé, ou sortir un peu de l'idée que le père va au travail, la mère est au foyer, que voilà, les tâches ménagères c'est pour la mère, enfin tout ça. J'avais vraiment envie que ça se fasse pas comme ça, ou en tout cas que ça évolue, en ayant conscience que j'avais quand même des conditionnements et des clichés qui allaient dans ce sens-là. Et donc ça me demandait d'y réfléchir, des efforts. C'est pas inné en fait. J'ai vraiment eu des moments où je vais me dire ah ouais non là il faudrait que j'en fasse plus là ou moins là, ou je laisse plus la bride là-dessus, enfin voilà. Et parce que j'avais aussi conscience que du côté par exemple de ma belle famille, c'était important que ma compagne puisse vivre sa vie professionnelle et tout ça quoi. Donc il y a eu tout ce contexte là qui a amené beaucoup de questions. Le fait que moi, je travaillais depuis plus longtemps, donc j'avais un métier qui rapportait de l'argent, qui était plus établi que celui de ma compagne. Ma compagne s'occupait de l'enfant à la maison, et moi, j'allais travailler. Et pendant un certain temps, en fait, c'est ça qui était aussi un peu difficile, c'est que de toute façon, les faits étaient que c'était ces rôles-là qu'on s'était donnés, mais il n'y avait pas trop le choix. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un toit, manger, etc. c'était comme ça. Et qu'il y aurait un temps avant que la balance s'équilibre. Voir si elle peut s'inverser, moi ça me va. Moi je veux bien que ma compagne gagne plus, et puis moi j'ai du temps à la maison, enfin voilà. Mais en tout cas, donc il y avait ce truc-là de vouloir avoir une équité, un équilibre, mais là où on en était dans nos vies faisait que de toute façon on tombait un peu dans le côté patriarcal, quoi. Est-ce que tu as eu des grandes révélations ou des petites révélations, enfin des trucs où au bout d'un certain moment tu t'es dit voilà, des espèces d'épiphanies en disant ah mais c'est ça être un père en fait, des choses où c'était pas du tout comme tu avais imaginé, ou voilà, des espèces de... Tu te rends compte que tu as fait fausse route, ou me rendre compte que j'avais fait fausse route ou que je faisais des erreurs, ça j'en ai, mais j'ai pas eu je pense pas avoir eu de gros trucs comme ça. J'ai eu des moments de prise de recul, juste sur un moment de vie où je dis ah c'est cool ce qu'on vit, juste d'observer mes enfants évoluer, changer. J'ai eu des moments de cet ordre-là avec des purs kiffs. Mais sur le fait de ce qu'est être un père, non, ça a été évolutif, ça a été progressif. J'ai compris vraiment le besoin de patience, le besoin de temps, en fait. Le besoin de temps. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de temps pour faire les choses. Il y a plein de choses qu'on faisait en 15 minutes où maintenant on prend 1 heure, en fait. Parce qu'avant, il y avait juste sa propre peau à s'occuper. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, il y a besoin de temps. Mais une chose que j'ai compris toujours progressivement, ça n'a pas été d'un coup, même si ça prend 1 heure au lieu de 15 minutes, c'est-à-dire que pendant cette heure-là, tu vis des choses avec ton enfant, lui, il apprend plein de choses, il apprend que il faut, oui, ok, on va dehors, donc on va se préparer pour aller dehors, que quand on fait des courses, ça va prendre plus de temps parce que on va lui expliquer en fait déjà le principe de course, quoi. On va lui expliquer les produits. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver pendant les courses où pourquoi tu lui donnes, c'est quoi les pièces que tu lui donnes en fait, c'est de l'argent, mais l'argent c'est quoi, enfin, et en fait à chaque fois ça prend plus de temps, mais parce que on est comme dans une
constamment dans une situation d'apprentissage, en fait. Et donc, au début, j'avais tendance à vouloir optimiser en accélérant les choses, et c'était finalement inconfortable pour tout le monde, et ça pressait tout le monde. Et maintenant, j'essaie de réfléchir en amont sur, non, je sais que ça va prendre plus de temps, on va faire en sorte de faire moins de choses dans la journée, et d'avoir vraiment le temps de le faire, tranquillement. Voilà, ça c'est peut-être des choses que j'ai compris, même si des fois j'ai envie que ça aille plus vite quand même. Mais dans l'idéal, en fait, quand je prends du recul et que j'ai toute ma tête, et que je suis pas trop fatigué, justement, c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Ça prend du temps, donc prenons le temps. Ouais. Parce que dans ce temps-là, c'est pas juste qu'on sort quelque part. On sort quelque part, mais il y a des milliers de choses qui se passent en tant que parent et pour l'enfant, à ce moment-là. Donc voilà, donc peut-être d'ouvrir les yeux là-dessus, je me suis rendu compte que oui, ça prend plus de temps, mais finalement on fait plus de choses. Il se passe beaucoup plus de choses que quand j'avais juste mon manteau à moi à mettre. Ouais. Ça me fait penser à une anecdote que racontait mon père qui avait suivi des cours du soir à une époque et qui avait été marqué par un professeur qui disait au début de chaque cours qui disait « Nous sommes pressés, allons doucement ». Et ce truc-là m'était resté. Justement, je voulais te poser la question de... peut-être ce sera une question, une réponse rapide. Est-ce que toi, tu as senti le besoin de te former à un moment des lectures, des choses comme ça, je sais pas. Est-ce que tu t'es dit, là, il faut que... Enfin, voilà, c'est un sujet que j'ai pas bûché et il faut que je me mette au niveau, je lis ou je me forme ou je sais pas. Par rapport à ça, je remercie ma compagne où je l'ai beaucoup... il y a deux trucs qui me viennent. C'est que j'ai beaucoup suivi ce qu'elle pouvait lire, ce qu'elle pouvait étudier, parce qu'elle a énormément... Enfin, elle a déjà une nature à adorer, apprendre et à étudier et peaufiner des sujets, etc. Donc dans le domaine de la parentalité, elle y était à fond. Elle m'a appris énormément de choses, donc en fait c'était elle mon professeur, je pense, beaucoup. Et sur le fait de... C'est très peut-être prétentieux, mais sur le fait d'être père, j'étais persuadé que je ferais des erreurs, mais que de toute façon je tendrais à être un bon père. Voilà, que on en parlera plus tard là avec Winnicott, là, la mère assez bonne. Je dis que voilà, je serais un père assez bon. Je ferais des conneries, mais globalement je les garderais en vie, quoi. Suffisamment bon. Ouais, suffisamment bon, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, et tout ça pour rebondir sur quoi ? Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Oui. J'ai une autre question, pas de souci. Donc, tu as un deuxième enfant. Enfin, oui. Vous avez un deuxième enfant. Comment ça s'est passé ? Ah putain. Non, pas la conception, ça j'ai une idée. Mais oui. Alors donc tu vois les abeilles, elles vont dans des choux et après il y a des petites roses. Non, en fait pour notre deuxième enfant, ça a été un peu le même processus de oups. C'était pas planifié. C'était pas planifié du tout. Ils ont donc 2 ans d'écart. C'est ça. 2 ans d'écart et oui, on peut même pas dire que vous retrouviez du confort. Enfin, l'aîné avait donc l'aîné dormait pas toujours. Ouais. Il n'était pas dans un âge qu'on pourrait désigner comme spécialement reposant. Non, il y avait énormément d'attention, besoin d'être porté, tout ça, de tout faire pour lui. La première beaucoup, et la deuxième année. Ouais. Il a marché très tôt, donc ce qui a été cool, mais aussi... c'est pas forcément plus reposant. C'est pas forcément plus reposant, mais vu notre esprit où on avait la chance de pouvoir aller dehors tout le temps, on avait du terrain derrière la maison, donc toi dehors, il s'éclate, c'est plutôt reposant et marrant même. Avant d'avoir le deuxième, aux 7 mois de notre premier, ma compagne s'est pété l'épaule. Et donc ça c'est un truc qui a beaucoup changé les rapports, où donc elle allaitait, notre fils était beaucoup plus avec elle, et le rapport de figure parentale était plus avec ma compagne. Et quand elle s'est pété l'épaule, il a fallu l'opérer, tout ça, elle était à l'hôpital. Et donc moi, j'ai été seul avec mon grand pendant quelques jours. Et derrière, je l'ai porté. Ma compagne ne pouvait pas porter. Et donc je l'ai beaucoup plus porté, je lui ai donné plus le biberon, etc. C'était pendant la grossesse du deuxième enfant ? Non, c'était avant.
Il avait 7 mois. D'accord, il avait 7 mois, Ouais, ok. il avait 7 mois. Ok. Donc là, ça a été aussi beaucoup de... Ouais, ok. Un gros changement et ouais, le rapport à l'enfant a changé aussi. Puis lui, par rapport à nous, il a vu que quand il avait besoin d'aide, là, il faudrait peut-être pas directement aller vers maman, mais un peu plus vers papa, quoi. Aussi. Ce qui a été, je pense, quelque chose aussi de très difficile pour ma compagne, justement. Outre voilà, une multiple culpabilité du fait d'être tombé, de ne pas pouvoir s'occuper de lui, l'allaitement, etc. Bah voilà. Donc ça aussi, ça a été un bout important dans les choses, dans les multiples choses qui sont arrivées. Ouais. Et donc en arrivant, donc deuxième enfant, bah pareil, pendant quelques jours, je me suis dit, ah tiens, j'ai du retard. Et puis Tess, alors oui, on n'a pas retenu la leçon par rapport au premier, mais je pense que fondamentalement, ça a été une surprise, mais en fait, on n'avait pas vocation à pas en faire d'autres. Enfin, tu vois, c'est la phrase un peu bizarre, mais, ouais. Mais c'était okay, quand elle me l'a dit, là, clairement, on a rigolé tous les deux, quoi. D'accord. Quand elle m'a montré le truc, on était écroulés morts. Et tout de suite dans la tête, je me dis, ah bah c'est cool, on va pouvoir faire une nouvelle vidéo sympa. Les gens vont être à nouveau surpris, je pense. D'accord. Ressens-tu le besoin de faire un enfant pour réaliser des vidéos sympas ? Non, parce que je peux en réaliser dans d'autres cas. Non, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, c'était une nouvelle occasion de faire un truc marrant et de voir la réaction des gens, forcément, par rapport à ça. J'ai été... mon frère vivait avec nous à ce moment-là et je suis allé le voir. Je l'ai réveillé, je lui ai dit, tu vas être tonton. Quoi ? C'était trop marrant. Donc voilà, deuxième grossesse vraiment super aussi. En tout cas, je parle toujours de mon point de vue, on est bien d'accord. Hein. On est d'accord. En tout cas, ma compagne me dit toujours qu'elle adore être enceinte et que c'est un bon moment. Et puis l'accouchement a été, là, cette fois-ci, un peu plus rapide, sans péridurale comme elle le souhaitait, accouchement aussi accroupi, et j'ai pu accueillir... pareil. Et là, comme ça a été plus rapide, et puis il y a des choses qui ont été un peu plus pressées, là, pour le coup, il glissait pas du tout. Il y avait encore le... Comment ça s'appelle ? Non, c'est pas le méconium. Bref, comme une crème qu'ils ont quand ils naissent, les bébés, quand ils arrivent un peu vite. Et donc là, par contre, il était bien adhérent. Là, il n'y a pas de souci. J'allais pas le laisser tomber. Comme un ballon de handball. Comme un ballon de handball avec la colle, là. Voilà. Oh, putain, l'image. Bref. Alors, on est des papas. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Peut-être. Et donc, deuxième bout de chou. Oui, entre-temps, quand même, avant qu'il arrive, on a fait construire. Oui. Et on a à nouveau déménagé. Et donc voilà, ça a été c'était assez sport, il y avait beaucoup de choses à faire, des gros projets, dans tous les sens. Mais là, j'ai réalisé à peu près à cette période-là que bizarrement, depuis que j'étais papa, et depuis que j'avais une vie de famille, et que j'avais potentiellement moins de temps pour moi, j'avais jamais fait autant de trucs. C'est assez bizarre, un peu comme si le fait de chérir tous les instants où j'avais du temps pour moi, ou comme si ça me permettait d'être un peu plus concentré quand j'avais du temps pour moi, et finalement d'être beaucoup plus productif, sans forcément chercher à optimiser, mais voilà. Et ça, c'est s'il y a eu ça a été un éclair. Clairement, il y a vraiment un jour, je me dis, mais c'est fou, quoi. Je suis père deux enfants, j'ai une vie de famille, tout ça. Et bizarrement, quand je faisais le point sur ce que j'avais fait dans l'année, j'avais jamais autant fait de trucs. Voilà. Donc voilà. Un peu plus de motivation aussi, et c'est pas ça le mot que je voulais dire, mais c'était de nécessité. Quand t'es tout seul, tu vois, bon. Ouais, mais après, quand si je dis faire des demain, trucs, c'est pas grave. Ouais. C'est pas forcément des choses, tu vois, nécessaires comme. Parce que tu pourrais dire la nécessité de faire des choses, ne serait-ce que par rapport au boulot, pour que tout le monde ait à manger, pour le toit, pour le machin et tout, mais c'était même faire des choses artistiques ou qui ont pas forcément, ou du sport, ou enfin tu vois, une impression finalement. Je me dis mais merde, comment ça s'est passé en fait.
Et plus revenir en arrière et me dire, putain, mais quel branleur je pouvais être, quoi. Qu'est-ce que je ne foutais rien, quoi. Je vois. C'est incroyable, je devais vraiment rien foutre de mes journées, quoi, pour en faire moins, en fait, que ce que je fais maintenant. Donc ça aussi, ça a été une prise de conscience, aussi. Ouais, carrément. Ok. Comment ça s'est passé l'accueil de ce deuxième enfant, l'arrivée, l'équilibre familial? Comment ça s'est passé? On va orienter ça sur toi, en fait. Toi, en tant que père, est-ce que ça a changé quelque chose? Un peu plus de fatigue. Ouais. On s'était dit, oh, le deuxième, il va dormir. Oh non. Non, clairement, non. Mais je sais pas quel mot pour utiliser. Le plus négatif, c'est une forme de résignation. Ouais. Et finalement, le fait de se dire, bon, de toute façon, c'est comme ça. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, pour donner une idée, c'est si dans la nuit, t'es persuadé que tu vas passer une bonne nuit et que t'es réveillé 3 fois, vraiment, c'est dur. Si tu sais que tu vas être réveillé 3 fois et que c'est comme ça, bizarrement, tu te réveilles plus facilement, en fait. Voilà. Donc, en fait, une fois que t'as intégré ça, et ben, pour le coup, quand t'as une vraie nuit, c'est génial. Voilà. Et quand t'as une nuit moyenne, bon, bah, c'est juste normal, en fait. Ouais, t'as progressé dans l'acceptation du moment présent, quoi. Une forme d'acceptation énorme de ce truc-là. Ouais. Alors après, une chose à souligner, c'est que le travail que j'ai fait sur moi, sur le fait de moins névrosé, moins perturbé par plein de petites choses émotionnellement, fait que je suis moins fatigué en fin de journée aussi. C'est-à-dire que tout le reste me fatigue moins, donc j'ai plus d'énergie. Il y a aussi ce phénomène-là, je pense. Et puis, le fait d'accueillir ces réveils ou des fois les colères des enfants ou les trucs qui vont pas pour eux, etc., l'accueillir sereinement fait que ça se règle plus vite aussi. Oui. Ça, c'est indéniable, même si des fois on a vraiment envie de l'emplâtrer contre un mur en se disant ça va régler le problème. Bon, factuellement non, parce qu'on peut avoir des problèmes juridiques ensuite, mais justement de s'énerver ou de monter la voix ou de le forcer à faire quelque chose, etc. On peut essayer de dresser son enfant. On peut, ça marche. Ça marche. Ça peut régler le problème à très court terme. Voilà, mais je suis pas sûr déjà d'une part que ça va le rendre heureux, etc. Ça va marcher une fois peut-être, mais comme un enfant est très malléable et s'adapte vite, il va trouver des subterfuges, quoi. Donc c'est pas forcément judicieux. Et donc d'être plus serein pour accueillir tout ça fait que ça se règle plus vite, donc tu te reposes aussi. Il y a aussi ça. Et donc pour le deuxième enfant, tu vois, par exemple, de devoir le bercer longtemps pour l'endormir, etc., c'était plus du tout une gêne, en fait. Voilà. Et même je prenais plaisir. Et même je dis, je me demande s'il fait pas complètement ses nuits, c'est peut-être que une part de moi qui le demande parce que c'est cool de l'avoir contre moi, cette petite boule chaude d'amour, et même m'endormir à côté sur la chauffeuse avec lui, m'en pas fait. Donc c'était, en tout cas, ces moments-là ont été beaucoup plus faciles à vivre, fort de mon expérience aussi, parce que je savais que ça allait évoluer, que c'était pas immuable. Pour le premier enfant, quand t'as passé plusieurs nuits mauvaises, tu te dis putain, ça va être ça tout le temps, je vais me mettre une balle, quoi. J'en ai marre. Et là de se dire bon, ça évoluera de toute façon, c'est un moment qui est comme ça, et puis aussi alors mon métier le permet aussi, mais d'avoir adapté peut-être mes horaires pour soit moi avoir des temps de pause ou des temps pour moi, soit avoir justement plus de temps pour faire les choses tranquillement avec les enfants et pas courir. Bien que je suis souvent rattrapé par le fait de vouloir mettre plein de choses dans ma vie, mais en tout cas c'était beaucoup plus facile. Je pense que j'ai mis plus de temps pour me connecter à mon deuxième enfant. Quand je dis connecter, c'est une sensation vraiment d'être relié à lui. Surtout qu'au début, en plus, ma compagne allaitait le deuxième enfant, et donc elle a passé factuellement plus de temps avec lui, et moi je passais plus de temps avec le premier. Donc ma compagne passait plus de temps avec le petit, et moi avec le grand, et donc moi j'avais un lien plus fort avec le grand à ce moment-là. Et puis petit à petit, quand on a commencé à donner des biberons, enfin elle allaitait longtemps, mais elle tirait son lait aussi, donc moi ça me permettait de donner le biberon. Ça c'est un sujet aussi.
L'allaitement, tirer son lait, Mmh. donner le biberon, c'est un moment aussi particulier. Donner à manger à son enfant, pour créer le lien père-enfant, c'est pas mal. Et donc ça a été progressif, voilà. Et puis de plus en plus, au niveau moteur, le fait de pouvoir jouer avec lui, tout ça, c'est voilà. Je trouve que ça a été moins immédiat qu'avec le premier, si je suis honnête, en fait. Et puis voilà, maintenant aujourd'hui, les deux m'éclatent, quoi. Tu viens de planter ma prochaine question, qui était une blague, qui était tu préfères lequel de tes deux enfants? Ah, je préfère lequel? Mais c'est une blague. Ouais. Non, mais je pense que c'est pas tant une blague que ça. Il y a forcément je pense que c'est par période ou c'est par des moments, en fait, où il y a en fonction de ce que tu fais. Il y a mon grand, il est ultra physique, acrobate, etc. Là quand on va crapahuter, sauter, etc. Oui, aussi parce que le petit il a 2 ans, il peut pas grimper partout, etc. Mais il y a des moments que tu préfères vivre avec certains. En tout cas, si je suis honnête, c'est ça, quoi. Le plus petit, il commence à parler. Donc il me fait mourir de rire quand il sort ses premières phrases, ses premiers mots, etc. Il y a tout ça, quoi. Mais je pense qu'il y a des... Tu peux pas dire que tu les aimes pareil. Ils sont différents. Donc forcément, tu les aimes différemment. Après, mettre un niveau, ça c'est encore autre chose, quoi. Tu peux pas dire que c'est plus ou moins non plus. Tu peux pas dire que c'est plus ou moins. Ouais. C'est en fonction de... Ouais. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Je pense que c'est... ce podcast en fait partie. Avec continuer à creuser le sujet de ce que c'est que d'être papa et de finalement en faisant ce podcast là parce qu'à terme on a envie d'interviewer d'autres personnes, j'ai envie de m'abreuver de l'expérience des autres et d'apprendre de leur point de vue, de leur expérience. J'ai envie de petit à petit mettre en place des patterns, justement, peut-être des modes de fonctionnement, que ce podcast et de tout ce que je vais en apprendre peut voir en ressortir quelque chose qui pourra aider aussi les papas. Que ce podcast participe à cet engouement général de faire modifier la position du père dans la famille, la place du papa, de tout ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut pas faire, etc. Ça, c'est vraiment un souhait que j'ai. Et on dirait, putain, il y a les municipales qui arrivent bientôt, on a l'impression que... Et pourquoi pas, de par ma profession, les formations que j'ai eues, développer, pas des formations, mais des stages ou des choses comme ça, ou en tout cas créer un groupe de réflexion par rapport à ça, et accompagner peut-être des personnes qui ont eu les mêmes questions que moi, en fait. Et pas forcément apporter mes réponses, mais leur permettre de faire émerger leurs réponses à eux. Ne serait-ce que déjà de prendre conscience quand un podcast génial qui est Histoire de Daron, d'entendre l'histoire d'autres papas, tu dis ouais, moi aussi j'ai vécu ça, donc ça te permet d'en parler plus facilement aussi. Ouais. Donc si ça peut juste permettre à 2-3 personnes peut-être qui se disent je suis isolé, je suis vraiment il y a que moi qui ai ces problèmes là, de dire non, il y a pas que moi. Donc ça peut être cool, quoi. Puis après au niveau perso, la question d'un autre enfant ou pas, ça, c'est une grosse réflexion en ce moment. Et en étant pareil, tout à fait honnête, est-ce qu'on profite de notre confort maintenant, là, parce qu'on s'est adapté? Là, ça y est, là, vous avez déménagé, on est posé, plus de déménagement prévu. Et puis les enfants acquièrent une certaine autonomie, tout ça. Ou on fait encore un petit bout, mais ça, pareil, ça va être un autre sujet. Pourquoi on fait des enfants, quoi? Parce qu'il y a une pulsion viscérale animale qui est de se reproduire, de perdurer au travers eux, tu vois, acquérir une certaine immortalité. Je sais pas, c'est très égoïste. Enfin, je pense qu'il y a une part, en tout cas, très égoïste dans le fait d'avoir un enfant, parce que c'est choupi, c'est un moment et tout ça, mais... et puis, il y a une part... Est-ce que tu veux répondre à cette question, toi? Pourquoi est-ce que tu as fait des enfants? Tu as un peu répondu, ceci dit. Mais... pourquoi? C'est-à-dire que c'était pas trop réfléchi, tu vois, à la base. Et pourquoi on l'a gardé? Enfin, tu vois, on pourrait se poser cette question-là aussi. Mais je pense que c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a rien de rationnel. J'ai aucun argument rationnel. Surtout que quand on va chercher dans les arguments rationnels,
on tend à dire aujourd'hui que d'un point de vue écologique, économique, etc., Absolument. la meilleure façon d'être écolo, c'est de pas avoir d'enfants. Ouais. Voilà, que tu peux rouler en Hummer consommer du plastique et tout ça, machin, à côté de quelqu'un, si tu fais pas d'enfant, à côté d'un mec qui est écolo, c'est mieux, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment aussi cette réflexion-là, carrément. Il y a le fait qu'il faudra peut-être à nouveau déménager. Non, en gros, il y a une histoire de... Vous construisez un cabanon. C'est confort vs peut-être une forme de nouvelle aventure, en fait. Tu vois, Est-ce que vous en parlez avec ta compagne ? Oui. Ouais. On en parle. Et il y a vraiment cette... En tout cas, pour moi, il y a cette dualité. Et puis confort, avec cette idée de... En étant confortable et en ayant acquis un certain confort aussi, on est posé. Donc, comme on est posé, on apporte tout ce qu'il faut à ceux qui sont déjà vivants, tu vois. C'est une question qui est peut-être un peu plus... peut-être qu'il y a des choses à travailler pour moi là-dessus, sur être sûr d'avoir ce qu'il faut pour eux et d'être présent assez pour eux. Mais il y a ça. Côté confort, être sûr de pouvoir apporter tout ce qu'il faut pour ceux qui sont déjà là. Et c'est vrai que c'est complètement irrationnel. Enfin, moi, quand je vis, c'est complètement irrationnel. Et partir dans une autre aventure, quoi. Et avoir juste cette joie viscérale d'avoir un enfant. Parce que c'est... Ouais, c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, je le vis comme ça. J'arrive pas à trouver de... À moins que tu veuilles monter une équipe de hand à terme, ou que tu vives par procuration à travers tes enfants et que tu les pousses dans les études, ou que tu les pousses dans un sport pour qu'ils deviennent champions. Enfin, sinon, je vois pas, quoi. Donc, voilà. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, pas spécialement. Je me rends compte qu'il y a finalement tellement de digressions possibles et je me suis beaucoup retenu. Et que ça peut partir très très vite dans tous les sens et qu'on a largement passé l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, heureusement, il y a un bon quart d'heure à retirer. Mais... Ouais, je pense que c'est pas mal là. Bon, voilà, on termine cet épisode. On termine là. Merci à toi Thomas pour toutes ces bonnes questions. Maintenant j'ai une sacrée pression pour t'interviewer parce que je trouve que c'était super bien amené. Ouais. Vraiment cool. Tu reprends les mêmes questions, t'inquiète pas, il y aura plein de... Ouais. T'attrapes ce que je te donne, tu le récupères et hop, Voilà. Et donc au prochain épisode, où là cette fois-ci on s'occupera de ton cas. Voilà. Et sur ce, je vais aller aux toilettes. Ok. Salut. Salut. Je suis ton père. Juste par curiosité personnelle, est-ce que vous avez expérimenté un autre moyen de contraception depuis ? Et on termine sur la contraception. Tu crois qu'on termine sur la contraception ? On va peut-être couper avant, c'était en trop cette question. Je sais pas. Ce sera dans le rappel, pendant le générique, pendant que le générique défile. C'est ça, c'est possible. Non, la conclusion d'avant était mieux. C'était quoi la conclusion ?